au Sri Lanka, littéralement l'île resplendissante. Et elle est resplendissante, vous allez le constater à travers le parcours qu'on vous a concocté. On va visiter l'île, on va visiter des Bretons, bien sûr. Démarrage ici, dans la capitale, à Colombo, une ville de 9 millions d'habitants qui grouille et qui est en pleine expansion. Allez, c'est parti. Colombo, un nom qui fleure bon les épices et l'exotisme. Pourtant, c'est plutôt l'odeur de gaz d'échappement qui nous accueille dès notre arrivée, accompagné d'un concert de klaxons et de marteaux-piqueurs. Ce qui frappe, d'abord, ce sont les chantiers. Depuis la fin des 30 années de guerre civile, en 2009, le pays, et surtout la capitale, en tête de proue, revit. La ville est en plein renouveau. Des tours ultramodernes sortent de terre. Les bâtiments coloniaux sont rénovés. Les hôtels mythiques retrouvent leur lustre d'antan, à l'instar du célèbre Galle Face Hotel, le plus vieux palace du monde encore debout, bâti en 1864 le long de la promenade du même nom, qui longe l'océan Indien. Quant au fort, le centre historique de la ville, il a été totalement réhabilité, avec son phare et ses immeubles de style anglais ou hollandais. Différentes cultures s'entrechoquent ici, dans un joyeux mélange de moderne et d'ancien. Bouddhisme, hindouisme ou encore islam et catholicisme semblent se côtoyer sans friction apparente. À l'image de la population de ce pays, partagée entre les 70% de Singalais, généralement bouddhistes, les Sinhala, littéralement les descendants du lion, et les 30% de Tamouls, essentiellement hindous, parfois musulmans, deux religions représentées par les bandes orange et verte du drapeau national. Notre premier rendez-vous se trouve à Bataramula, une banlieue privilégiée de Colombo qui abrite les élites de la nation. C'est ici, au sein de l'IWMI, l'Institut international de gestion de l'eau, que l'on retrouve l'une d'entre elles, et notre premier breton, Yann Chemin. Après avoir exporté son savoir dans 30 pays, ce scientifique voyageur s'est installé avec femme et enfants depuis 5 ans au Sri Lanka, où il travaille sur les problématiques climatiques. Fort modeste, ce grand gaillard d'exactement 2 mètres n'en est pas moins l'auteur de 2 inventions révolutionnaires, actuellement en cours d'application dans le pays. Il nous détaille l'une d'entre elles. Le changement climatique en lui-même est visible. Est visible ici. En Asie en général aussi. Mais au Sri Lanka, si on parle du Sri Lanka, il est visible depuis 5-10 ans. C'est de plus en plus important. D'où les problèmes imminents d'inondations et de destruction qui viennent avec ces inondations. Ce genre de petite électronique permet d'enregistrer des données météorologiques avec un coût très peu élevé. On parle ici de ce que l'on appelle une station météorologique mobile. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est petit et transportable. Ici, nous avons un pluviomètre. La pluie rentre ici, et comme les buckets se remplissent, il y a un capteur qui rentre ici et qui enregistre. Donc on sait la pluviométrie. Voilà. Donc, même chose pour la température, même chose pour le vent, etc. Ce système-là va enregistrer les données climatiques au niveau de plusieurs villages, avec la capacité d'envoyer des SMS à certaines personnes dans le village pour alerter s'il y a trop de pluie ou trop de sécheresse. Ces informations seront reliées aux agriculteurs ou aux personnes responsables pour l'évacuation en cas d'inondation. Un outil qui devrait s'avérer très utile dans le futur et qui pourrait même permettre de prédire et d'empêcher des tsunamis, qui sait. Très en pointe sur ces sujets, ce chercheur breton n'en est pas moins attaché à la spiritualité. Bouddhiste depuis 15 ans, il ne renie pas pour autant ses racines bretonnes. Quelque part, quand j'entends Trian, quelque part, ça résonne en moi. Que je le veuille ou non, que je sois dans un mode travail, dans un mode étranger, dans n'importe quel mode, si j'entends une musique bretonne, quelque part, je me revois dans ma jeunesse. Donc, quelque part, oui, effectivement, quoi que l'on veuille, il y a une expression en Australie que j'ai entendue qui est très bien.
Vous pouvez enlever un homme de son pays, mais vous ne pouvez pas enlever le pays de l'homme. Et donc je pensais à la Bretagne quand on m'a dit ça, alors que ce sont des gens qui m'ont dit ça avec des expériences et des racines complètement différentes. On quitte Yann et la poussière de Colombo pour prendre la route du littoral vers le sud. Notre première halte, Beruela, une petite station balnéaire située à 80 km de la capitale. C'est tout naturellement ici, à quelques mètres de l'océan Indien et de ses nombreux pêcheurs, que ces deux skippers ont choisi de jeter l'ancre. Élodie et Julien ont débarqué il y a plus d'1 an. Après une visite de leur jolie maison de location, qui leur sert également de bureau, le jeune couple nous conduit en tuk-tuk et en scooter à son bateau. J'ai commencé à faire du bateau très jeune, vers 4-5 ans en fait. C'est mes parents qui m'ont mis à l'Optimiste. Et donc on en faisait sur un petit lac au début. Et puis du coup je suis passée de l'Optimiste au 420, au laser. J'ai fait un petit peu de voile légère. Et puis comme j'aimais ça, mes parents m'ont fait passer le monitorat fédéral de voile. J'ai voulu partir en transat. C'est là que j'ai rencontré donc Julien. On s'est rencontrés sur un bateau au Portugal. On est parti en transat ensemble, on est arrivé aux Antilles et donc aux Antilles j'ai passé mon diplôme de skipper, donc capitaine de sang. Et puis à partir de là, on a commencé à faire, à travailler là-bas, à travailler aux Antilles, à faire des charters et des convoyages. Le Sri Lanka, ça a été vraiment une opportunité. On ne connaissait pas du tout le pays, mais on savait donc par le biais d'un contact qu'il y avait un bateau qui était en cours de construction et qui n'avait pas encore de programme défini ni de propriétaire. Donc on s'est lancé, on a rencontré la personne qui allait devenir notre associé et on s'est lancé. Donc à prendre le bateau en exploitation et à lancer l'activité de plaisance au Sri Lanka. Et c'est un vrai défi dans cette île paradoxalement peu tournée vers l'océan. Traditionnellement, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout tournés vers la mer. Si vous vous baladez près des côtes, on a la voie de chemin de fer qui court sur une bonne partie de la côte. Il y a des maisons entre la voie de chemin de fer et la mer. Elles sont toutes tournées vers la voie de chemin de fer. Il n'y a aucune maison tournée vers la mer. Un local nous a raconté que pourquoi il n'était pas vraiment tourné vers la mer, parce qu'à la base, donc, tout ce qui est pur se rapproche de la montagne. En gros, on part de la montagne qui est la pureté pour redescendre via les affluents, les fleuves, vers la mer qui est tout ce qui est impur. Donc c'est pour ça que la mer est très peu développée et que les métiers de pêche, tout ce qui est autour de la mer, sont quand même assez mal vus jusqu'à présent. Pour l'instant, on est les premiers, donc vraiment tout est à faire. Alors d'un côté, forcément, comme on s'imagine, il y a beaucoup de difficultés liées à ça. Il faut débroussailler le terrain, se faire connaître, se faire une place et surtout faire accepter notre légitimité ici. Leur apprendre le bateau, la plaisance. Qu'est-ce que c'est. Mais d'un côté, le fait d'être les premiers, vous voyez, on se bouscule pas dans les petites criques au mouillage, ça c'est assez agréable, on se marche pas dessus et il y a beaucoup de choses à explorer. Beaucoup de choses à découvrir, en effet. Comme ce phare tout blanc que nous montre Élodie et qui rappelle la Bretagne. Il culmine sur une petite île à proximité. Tout en haut, la vue est splendide. Autre phare et autre fort. Un peu plus loin, le long de la côte ouest, nous sommes à présent dans la charmante ville coloniale de Gaulle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les Portugais, les premiers colonisateurs de l'île, qui construisirent cette forteresse au XVIe siècle. Ils furent supplantés au milieu du XVIIe par les Hollandais, qui firent de Gaulle le plus important port de Ceylan pour la Compagnie des Indes néerlandaises, ainsi qu'un bastion du calvinisme. Un siècle et demi plus tard, à la fin du XVIIIe, c'est au tour des Anglais de prendre la relève, mais sans livrer bataille cette fois. Une transition qui passe comme une lettre à la poste. En quittant Gaulle, nous faisons une rencontre inattendue au bord de l'eau. Yvan Bourgnon, le navigateur suisse, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 1997, nous raconte comment il s'est échoué ici il y a quelques mois.
Alors en fait, je suis parti en octobre 2013 pour essayer de faire le premier tour du monde sur un voilier non habitable. Donc pas d'abri, pas de couchage. C'est vraiment une navigation épurée où il y a vraiment le strict minimum. Alors voilà, le seul espace de vie que j'ai à bord, en fait, il est là. Il est réduit à cet espace, c'est 3 mètres carrés, dans lequel j'ai un peu de rangement à l'avant pour mettre mes vêtements et ma nourriture. Et on voit que c'est très sommaire. Et surtout, j'ai ma couchette ici, avec ma toile anti-roulis pour éviter de passer par-dessus bord. Quelques rangements pour mettre à boire et à manger aussi. Et puis ici, donc j'ai les ficelles, comme on dit, qui reviennent ici, qui me permettent de gérer les voiles, même quand je dors avec la tête ici ou que je suis assis. Et puis derrière, là c'est l'espace où je reste 12 heures quand même par jour à la barre. Hein, mine de rien, je barre énormément. Et puis les toilettes qu'on peut voir. Donc c'est très pratique, c'est direct à la mer. Ça s'est bien passé depuis le départ, puisque j'ai pu enchaîner comme ça 10 mois de navigation jusqu'au Sri Lanka, en ayant traversé l'Atlantique, le Pacifique et l'Indien. Et puis en arrivant ici, j'ai eu des conditions très difficiles après 3 semaines de mer, 2 moussons, beaucoup de tempêtes. Et puis le dernier jour, en arrivant près de Gaule, là, je me suis accordé une petite sieste et en me réveillant, en fait, le bateau avait changé de direction. Je me suis réveillé dans les cailloux. Donc ça a été assez violent, juste ici à Mirissa. Le bateau s'est tout de suite couché, j'ai été éjecté, le bateau s'est très vite fracassé sur les cailloux. Et vraiment, ça a été un désastre complet pour moi. Je me suis fait une hernie discale, donc j'ai cru vraiment que l'aventure s'arrêtait là, en août 2014. Et puis finalement, avec le concours des partenaires et puis une campagne de crowdfunding, le financement participatif, là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient l'aventure et qui avaient envie que ça se poursuive. Et là, j'ai retrouvé l'énergie et puis les sous aussi, parce qu'il fallait reconstruire le bateau entre octobre et le mois de janvier. Et puis l'aventure a continué. Le bateau aujourd'hui est reconstruit à l'identique, il est là. Et je vais pouvoir, là, dans quelques jours, reprendre le départ de cette aventure. Si tout va bien, il lui reste encore 2 mois et demi de navigation pour une arrivée prévue en France en juin. Nous poursuivons notre route le long de la côte ouest vers la ville d'Ahongama, au sud. Aujourd'hui parsemée de voiles carrées au loin, de bateaux de pêche et ourlés au bord de petits moutons blancs, la mer offre un visage tellement paisible qu'on en viendrait presque à oublier le déluge qui s'est abattu sur ces plages il y a plus de 10 ans. Pourtant, le pays paya un lourd tribut après le tsunami, avec quelques 40 000 morts. Patricia se souvient parfaitement de ce 26 décembre 2004. Cette Bretonne, qui vit ici depuis 20 ans, est une rescapée. Elle, son fils, ainsi que son mari, le directeur d'une agence de tourisme, ont vécu la catastrophe en première ligne, dans un de leurs hôtels. Nous étions donc tous les 3 au petit déjeuner. La salle de restaurant, en fait, c'était un restaurant complètement ouvert, à 2 mètres de l'eau. Et on n'a pas du tout réagi, on a senti qu'on était éclaboussés d'une vague. On s'est tous levés de ce restaurant, les gens qui étaient déjà là, cette salle de restaurant. Et on est parti comme ça, emporté poussé par l'eau, parce que ce n'était pas une grosse vague à ce moment-là, poussé par l'eau. Et mon mari a vu la mer se retirer, il n'y avait plus de mer devant. Et il s'est dit, bien que Sri Lankais et connaissant très bien la Bretagne, il s'est dit, en Bretagne, la marée je connais, au Sri Lanka, non. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et donc, en fait, il a dit à tout le monde d'évacuer. Il a eu la présence d'esprit d'évacuer, verticalement. Beaucoup de gens sont restés au niveau horizontal et c'est pour ça que Parce qu'en fait, la deuxième vague, et la plus forte, celle qui a fait le plus de dégâts, arrivait derrière. Et donc on a pu se sauver, sans rien comme ça, avec la deuxième vague et se réfugier dans le jardin à quelques mètres, mais en hauteur par rapport à la plage. Au lendemain du drame, Patricia et son mari n'ont eu qu'une idée en tête, venir en aide aux sinistrés. Ils ont donc décidé de créer une association baptisée « Reconstruire et vivre ». Très vite, avec mon mari, comme il y a eu tout de suite les secours d'urgence, on s'est dit ce que nous on va faire, parce que nous on n'a rien perdu dans l'affaire, c'est on va essayer au moins avec quelques amis de reconstruire 1-2 maisons. Et on ne pensait pas qu'il y aurait un élan de générosité en fait aussi important. Nous avons construit 51 maisons à Boussa,
ainsi qu'une école maternelle et un centre informatique. Et puis par la suite, nous sommes arrivés ici à El Ucatilla pour y reconstruire tout d'abord la petite école maternelle et ensuite le centre informatique. Il faut savoir évidemment que tous nos établissements sont gratuits, ouverts à tous les élèves. Nous fournissons les uniformes pour les enfants, les fournitures, afin que les parents n'aient vraiment rien à débourser et que l'éducation ne soit vraiment pas un problème d'argent. On quitte la moiteur du bord de mer pour l'intérieur des terres et la fraîcheur de la montagne. La route qui remonte vers le nord grimpe entre champs de thé, de riz et cascades engageantes, idéale pour une baignade impromptue. Enfin, Nurelia, c'est comme ça qu'on prononce, s'offre dans son écrin de verdure. Située à quelques 1900 mètres d'altitude, elle est la plus haute et la plus britannique des villes du Sri Lanka. On la surnomme la Petite Angleterre. L'air y est plus frais, il y a souvent du crachin, des conditions climatiques si proches de celles de leur chère île que les Anglais élurent domicile sur ces collines et bâtirent cette bourgade de toutes pièces au XIXe siècle, dans un pur style Tudor à colombage. Et pour les loisirs de ces colons raffinés, furent ajoutés un hippodrome pour les courses, dont les gradins et le tracé subsistent, un golf 18 trous où l'étiquette reste de mise, et bien sûr, des terrains de cricket. Mais il y en a presque partout ailleurs. Après notre escale So-British, on reprend la route pour descendre vers la ville de Kandy. Notre véhicule serpente à travers les plantations de thé, dans lesquelles les cueilleuses s'activent pour quelques centaines de roupies par mois. On en profite pour goûter au fameux breuvage adoré des Anglais, dans l'une des fabriques des environs. Beaucoup plus bas, à 500 mètres d'altitude seulement, voici Kandy. Contrairement à notre escale précédente, plus bucolique, nous sommes ici dans une ville, une métropole de 250 000 habitants, où il est difficile de circuler aux heures de pointe. C'est au cœur de ce brouhaha que nous avons rendez-vous avec une Rennaise, Catherine. Cette jeune directrice d'agence de voyage, qui emploie une dizaine d'employés, vit au Sri Lanka depuis bientôt 5 ans. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, vous avez fait des études dans le tourisme, ensuite vous êtes venue ici, pourquoi ici? Oui, alors j'ai étudié les langues étrangères, le tourisme, j'ai travaillé en France et je suis d'abord partie en Inde. Et depuis l'Inde, le hasard, les opportunités m'ont amenée au Sri Lanka et j'ai décidé d'y rester pour quelques temps. Ça se ressemble, non, l'Inde et le Sri Lanka? Ou pas? Non, ouais. Beaucoup de différences culturelles en fait. Sous les abords de similitudes, voilà, des saris, des tenues, les mentalités sont très différentes. La société indienne est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus structurée que le Sri Lanka, qui finalement a une population assez éclectique, même s'ils sont ancrés dans leur tradition. On a beaucoup de Sri Lankais qui travaillent à l'étranger, qui reviennent de 15 ans au Moyen-Orient, voilà, donc des mentalités différentes, et puis même en termes de religion, ici on est dans un pays bouddhiste à majorité. Ils ont investi dans le développement, dans les infrastructures, ce qui profite aussi bien aux touristes qu'aux Sri Lankais. Donc on voit une évolution du pays depuis 5-6 ans depuis la fin de la guerre, qui est très appréciable. Et forcément un pays magnifique sur un petit territoire, donc pour des touristes, on vient 15 jours et on découvre la mer, la montagne, les monuments, c'est très intéressant. Voilà. Vous comptez rester encore quelques années ici, manifestement? Oui, sûrement. Oui. En développement un business, on peut forcément pas s'envisager sur du court terme. Donc pour moi, encore quelques années, on verra. Peut-être qu'après, je dirai ailleurs, en Asie, on verra. Bah merci, bonne continuation. On dit au revoir à Catherine pour s'extraire du tumulte et visiter cette ville entourée de collines, dont l'une est dominée par un grand Bouddha blanc. Fief des rois de Kandy, dont le dernier, Sri Vikrama Rajasingha,
fut destitué par les Britanniques en 1815. C'est lui qui demanda de creuser ce lac artificiel en 1807, qui fait tout le charme de la cité. Un charme et une quiétude presque suisses, comme l'hôtel du même nom, qui donne sur le lac et qui fut la résidence de l'amiral Lord Mountbatten lorsqu'il dirigeait la flotte interalliée en 1944-45. L'amiral appréciant également cet autre hôtel de luxe au style colonial, le Queen's Hotel. Cette enseigne réputée se trouve exactement en face du plus sacré des monuments sri-lankais, le temple de la dent de Bouddha. Aujourd'hui encerclé par ses hautes barrières depuis l'attentat du 25 janvier 1998 attribué au tigre tamoul, il abrite depuis 800 ans une dent qui fut sauvée de la crémation du Bouddha au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui fut emportée dans les cheveux d'une princesse indienne jusqu'à Ceylan. Cette relique miraculeuse a une grande importance dans la tradition bouddhiste et outre les offrandes régulièrement déposées, elle fait l'objet de 3 cérémonies très ritualisées chaque jour, au cours desquelles le reliquaire est présenté à grands coups de tambour et de percussions. Le soir, ce sont d'autres sons que l'on peut entendre, Kandy étant la capitale des danses traditionnelles. Le lendemain, c'est dans une walawa, une demeure nobiliaire sri-lankaise, que nous avons rendez-vous avec notre dernière bretonne, Janine. Salut Janine. Salut Jacques. Ça va? Ouais, un peu chaud. Cette Finistérienne vient souvent se ressourcer dans cette jolie maison bicentenaire, ayant appartenu à une riche famille de la cour du roi de Kandy, et que possède depuis 20 ans l'ancien directeur de l'Alliance française de Kandy, le psychiatre Jacques Soulier. Janine, elle aussi ancienne employée de l'Alliance, vit moitié en Bretagne, moitié au Sri Lanka. Oui, j'adore venir voir Jacques pour la... Il y a déjà le silence, il y a les fleurs, il y a la beauté, parce que Jacques, il sait arranger les choses, quoi. Il y a pas... C'est formidable. J'adore ce coin. Je suis arrivée en 93, en mai 93. Et revenue en octobre parce que j'avais eu le coup de cœur pour le pays. Et ensuite, j'ai fait des plus longs séjours et maintenant je suis ici chaque année pour 6 mois de l'année. Je travaillais, j'avais rencontré le directeur de l'Alliance française de l'époque qui était Fabrice Mongia et sa femme était de Kerlouan. Et donc, je lui ai proposé mes services, je lui ai dit, voilà, je veux bien faire du bénévolat. Et puis elle m'a dit, ben, si tu veux, tu peux écrire, on a un petit magazine, si tu veux, tu peux faire quelques petits articles, nous aider à la bibliothèque, et tout ça. Et voilà comment j'ai commencé à bosser à l'Alliance. Et ensuite, eh bien, j'ai donné quelques cours, cours de conversation, et j'ai fait des expositions sur la Bretagne, les costumes bretons. Je ne pourrais pas vivre comme Jacques, par exemple, Soulier, je ne pourrais pas vivre continuellement ici. Il me faut la Bretagne. Après avoir fait nos adieux à Janine, on reprend la route vers le nord, en croisant quelques éléphants sur le chemin. Encore quelques virages sur la route sinueuse et Polonnaruwa, l'ancienne capitale, se découvre enfin. La cité construite au XIe et XIIe siècle s'étend sur un vaste site de quelques 150 hectares. Le meilleur moyen pour le visiter, c'est donc, non pas à dos d'éléphant, mais à vélo. Les éléphants, encore eux, on les retrouve ailleurs. Sur cette jolie frise, par exemple, qui entoure les ruines de l'un des anciens palais. Les temples aussi sont très délicats, comme ce temple hindouiste dédié à Shiva. Ou encore cet autre, dédié à Bouddha. À voir aussi
ces 4 imposantes statues de Bouddha sculptées dans 4 positions différentes, dont une où il est mort et non endormi, puisque les orteils des pieds sont décalés. Il ne faut pas manquer de visiter la terrasse de la relique de l'Adam, toujours la même, celle de Bouddha, qui avant de se retrouver à Kandy, fut abritée dans ce temple-ci, puis dans celui-là, aux alentours du XIIe et XIIIe siècle. Enfin, pour clore la visite, on ne peut que s'émerveiller devant la modernité de ces bassins, qui rappellent que les Sri Lankais étaient très en avance en matière de système d'irrigation. C'est ce qu'on remarque également sur un autre site, tout proche, Sigiriya. Juchée sur un rocher, cette forteresse fut construite au 5e siècle par le roi Kassapa. Avant d'accéder au sommet du rocher, on passe par ce que furent des jardins luxuriants, avec fontaines et jets d'eau, tout cela alimenté par des conduites d'eau très perfectionnées. Elle n'avait rien à envier aux canalisations réalisées 1000 ans plus tard pour les bassins du château de Versailles, c'est dire. Ceci nous donne déjà une idée de l'ingéniosité des Sri Lankais. Mais l'on est encore plus soufflé lorsqu'on arrive à flanc de falaise, nez à nez avec ces beautés dessinées à même la roche, les demoiselles de Sigiriya. Elles ont 1600 ans et sont parfaitement conservées. Non content de compter d'excellents ingénieurs, ce peuple a aussi un vrai don artistique. Notre aventure sri-lankaise en haut du Rocher du Lion qu'on vient de gravir, 1200 marches, tout cela à pied et sans chaise à porteur, ce qui n'était pas le cas du roi Kassapa au 5e siècle qui se faisait porter jusqu'ici. Le roi Kassapa d'ailleurs qui aimait le luxe puisqu'il était le détenteur de l'une des premières piscines de l'époque. Elle se trouve juste derrière moi, un bassin d'une bonne longueur dans lequel on aimerait bien plonger, mais c'est interdit. J'espère que ce breton d'ailleurs vous a plu. On se retrouve le mois prochain et comme on dit ici, Ayubowan.